J'aimerais d'abord commencer par dire bonjour à toutes et à tous et un grand merci pour être venu assister à cette discussion. Je remercie le professeur Ibrahim Faye donc, pour la belle invitation et je suis très heureux d'être là et d'engager cette discussion avec vous. Je remercie le professeur Ahmad Faye pour la générosité de son introduction. Je remercie le professeur Ibrahim Awan pour sa présence et pour avoir été mon interlocuteur sur ce thème. On a déjà fait, lui et moi, 2 présentations autour du livre et entretenu un dialogue vraiment riche. Je remercie tous les étudiants, les collègues, beaucoup de collègues et amis pour qui j'ai beaucoup d'amitié et d'estime qui sont dans la salle. Et oui, je ressens aussi une proximité avec les questions qui sont abordées dans le laboratoire, la question des langues, des civilisations, des imaginaires. Et bien qu'étant formé en économie, ça fait un certain nombre d'années que j'estime que l'économie et ses catégories sont insuffisantes pour jeter un regard exhaustif sur le réel et qu'on a besoin d'une réflexion qui est à la croisée de la culture, des imaginaires, des humanités, de la philosophie pour tenter d'aborder un certain nombre d'objets. Et je m'emploie à construire une expérience à la croisée des humanités et des disciplines. Alors, le propos que j'ai envie de aujourd'hui partager avec vous, il vient directement du livre La fabrique du présent. C'était une entreprise quelque peu difficile de choix. Donc, quels allaient être les points sur lesquels j'allais insister et comment les articuler pour répondre à la demande du laboratoire. Donc, j'ai choisi quelques axes sur lesquels je m'étendrai et les autres, je les réserverai à la discussion. La réflexion que je propose, elle poursuit celle que j'ai entamée il y a quelques années dans Afrotopia. Et à l'époque, il s'agissait dans Afrotopia de penser comment les sociétés africaines, aux prises avec leurs défis, pouvaient-elles élargir les horizons des possibles dans l'espace de la pensée, dans l'espace des imaginaires et dans l'espace du réel. Et la question que je me posais à l'époque, c'est comment inventer les métaphores de leur futur. La question était pour moi de réfléchir à comment pouvaient-elles sortir des cadres intellectuels et imaginaires étroits qui leur étaient imposés et se libérer d'un certain nombre d'injonctions téléologiques telles que le développement, le progrès, la modernité, comme étant seuls en mesure ou capables de leur offrir plénitude et mieux-être. Et la démarche, elle consistait à réouvrir les chantiers de l'imagination, les chantiers des imaginaires, les chantiers de l'utopie. Et l'utopie était envisagée comme un moyen de transformation sociale. Et surtout, il s'agissait de penser les futurs possibles et d'œuvrer à les faire advenir. Aussi, une fois l'utopie réhabilitée, et surtout une fois l'utopie envisagée comme une force sociale constructive, la question qui demeure, c'est comment la matérialise-t-on dans le temps présent? Comment matérialise-t-on les imaginaires, ce foyer fécond, dans le temps présent? Et c'est une question qui me semble urgente, et c'est une question que les individus posent, que les sociétés posent, lorsqu'on leur fait une proposition utopique ou d'imaginaire, de dire comment on fait pour la transformer et comment l'inscrire dans la réalité historique, les formes que l'on a pensées et imaginées. Alors l'objet de cette conférence ou de cette réflexion, c'est de penser la fabrique du présent. Comment le présent advient-il? Est-ce qu'on fabrique le présent déjà? Donc c'est une question préliminaire. Si oui, dans quelle forge et manufacture? Quelles seraient les briques et la matière qui font tenir le présent? Et comment les sociétés font-elles advenir dans leur réalité les configurations des possibles qu'elles ont imaginées ou pensées? Une question subsidiaire qui suit, c'est si tant est que le présent se fabrique, advient-il tel qu'il fut conçu? Et résulte-t-il d'une fabrique ou est-il une modalité du temps ou une production organique du corps social dont il est difficile ou impossible de définir les contours avec exactitude? Est-ce que le présent est un objet dont on peut définir les contours avec exactitude? Et si tant est qu'on l'ait imaginé, est-ce qu'il advient dans les formes dans lesquelles on l'a imaginé? Au moment des indépendances africaines, donc au tournant des années 60, pour la plupart des pays, après plus d'un siècle de colonisation, ou pour la plupart, d'aliénation, de dépossession multiples, la question centrale pour certaines nations africaines était celle de la reprise de sites dans leur propre être,
ou celle de la reprise de leur trajectoire historique. Et les décolonisations et les indépendances ont porté un projet d'émancipation et de réinvention de soi. Et pour ces nations-là, la question était celle-ci: comment accoucher d'elles-mêmes à nouveau? Quelles étaient les potentialités sociales et culturelles dont elles étaient porteuses et qu'il fallait actualiser? Donc il s'agissait de redéfinir les modalités de leur présence à elles-mêmes et au monde, et de sortir du régime de l'hétéronomie et des injonctions civilisationnelles que j'ai déjà nommées, car l'irruption du fait colonial dans leur trajectoire historique, à ce moment-là, les avait dépossédés, ou pour une part importante, de leur capacité à configurer leur destin. Et pour d'autres nations africaines, il s'agissait de sortir du temps de la tradition, entre guillemets, et d'épouser les formes sociétales de la modernité occidentale dont elles avaient adopté le récit, et tel était leur horizon. Où en sont les sociétés africaines 6 décennies après les indépendances? Le défi est certes celui d'achever le processus de leur décolonisation et d'en finir avec les manifestations persistantes de la colonialité, mais il me semble qu'il est celui impérieux d'assurer eux collectivement leur mieux-être. Et l'écho de cette exigence, à la fois politique et sociale, se fait fortement entendre de nos jours dans les revendications de la jeunesse africaine. Celle d'être le sujet de son histoire, d'une part, d'accéder au mieux-être individuel et collectif, et d'accéder ou d'asseoir ou d'approfondir la dignité du sujet et de l'être collectif. Aussi, la question me semble être celle de savoir comment créer les conditions d'une vie commune qui assure la dignité des existences et leur plein épanouissement. Fabriquer son présent, c'est regagner le pouvoir d'agir sur sa vie culturelle, sa vie économique et écologique, sur les formes du politique et du social. Mais il est à noter cependant que le réel, ou le présent sous lequel nous nous agitons, ne s'est pas conçu dans le temps présent. Il y a une réflexion ici à mener sur la temporalité de la fabrique du présent. Le présent se fabrique dans quelle temporalité? Le présent ne relève pas de l'immédiateté, donc sa fabrique, ni de l'instantanéité. Et on peut noter qu'il y a une décoïncidence entre le temps présent et celui de sa fabrique, celui de sa gestation et celui de son accouchement. Le présent dont nous faisons l'expérience a mis du temps à advenir. Il est pour une part le résultat de la marche organique des sociétés, pour une part. Donc celles-ci, les sociétés humaines comme animales, comme végétales, s'auto-organisent comme des corps vivants et assurent les conditions de leur équilibre et de leur pérennité. Et c'est un principe de la vie individuelle, des corps individuels et des corps collectifs, que de lutter contre leur entropie et de désirer se maintenir et se perpétuer. Mais le présent relève aussi, pour une autre part, d'une fabrique, d'une forge, on pourrait employer le mot ingénierie. Il se fabrique, et c'est cette fabrique-là qu'il s'agit de penser et d'imaginer. Alors, je reviens sur la question du temps. Si on regarde les sociétés africaines actuelles, contemporaines, on pourrait considérer qu'envisagées à l'échelle de leur histoire, si on les inscrit dans le temps de leur longue histoire, leur présent, cette même et seule journée qui dure depuis les années 60, on peut considérer qu'on est dans une journée, que des années 60 à nos jours, c'est un temps dont les configurations structurelles et les dynamiques profondes sont restées les mêmes. Donc on peut considérer que c'est une journée rapportée à l'échelle de l'histoire des sociétés africaines. Et ceux qui entreprennent de fabriquer la journée à venir, ou les temps à venir, ou les nouveaux présents, doivent concevoir d'abord que le temps des sociétés n'est pas celui des individus, et qu'il y a une décoïncidence entre les deux temporalités. Et souvent, les projections temporelles que nous appliquons au corps social relèvent de notre horloge interne, humaine et individuelle. Et nous avons du mal, dans nos impatiences, à considérer que les sociétés ont leur temporalité qui ne s'inscrivent pas dans le temps de l'action individuelle. On pourrait concevoir le temps des individus, et j'utilise ici une image et une métaphore, comme étant celui des semences, le temps où l'on sème, c'est notre temps à tous, celui de l'entretien des champs à cultiver, donc juste une métaphore paysanne, et on peut considérer que le temps des sociétés est celui de la moisson.
donc le temps que les processus arrivent à terme. Et bien évidemment, le présent qu'il s'agit de confectionner, d'envisager, de fabriquer, est celui d'une présence qualitative à soi et au monde. Si on observe, et là, ce n'est pas l'histoire ancienne, c'est l'histoire récente, c'est une séquence du temps historique, les siècles derniers, les 4 derniers siècles ou les 5 derniers siècles, si on observe les dynamiques historiques du continent africain, on peut considérer que celui-ci a participé à la forge du monde contemporain sous la modalité du combustible. Ces bras valides, ces ressources minières, ces matières premières ont été extraites, le plus souvent brutalement ou dans les termes d'un échange inégal, pour nourrir la croissance et la prospérité des nations euro-américaines. Pour aller vite. Et cette configuration relationnelle, elle est largement documentée dans la littérature économique. Gunther Frank, Samir Amin, Walter Rodney, les théories de la dépendance, etc., etc. Et le continent africain, souvent contre sa volonté et souvent à son détriment, a nourri et a affecté le monde contemporain et moderne. Et cette relation inégale avec le reste du monde continue à caractériser son insertion dans l'échange culturel et économique global. Les pays d'Afrique, je ne veux pas les faire passer pour des victimes, mais c'est un constat, dans leur ensemble, continuent à subir les effets d'un capitalisme extractiviste qui dépouille leur territoire de leurs ressources en leur laissant la portion congrue, et souvent au prix de désastres sociaux et écologiques importants. Et il me semble que le premier impératif, au niveau macro, est de se libérer de ces relations inégales. Il s'agit de regagner la souveraineté sur les ressources de ces territoires, sur leur usage, leur valorisation, leur mise en circulation dans les circuits de l'échange global, sur la fixation de leurs prix, sur leur préservation et surtout sur leur régénération. Et le travail, me semble-t-il, consiste à rompre les liens de la dépendance, dans un monde interdépendant certes, mais où certaines nations ont réussi à s'autonomiser dans des secteurs stratégiques de leur souveraineté, la sécurité, la santé, la nourriture, l'énergie, l'information, pendant que d'autres, notamment celles du continent africain, ne le sont pas assez. Et comprendre comment cette dépendance a été instituée historiquement et comment persistent ces dynamiques dans le temps présent est crucial. Et dans les universités africaines, il me semble qu'une recherche sur la dépendance économique de l'Afrique pourrait être envisagée à nouveau. Elle a été menée dans les années 70. Elle pourrait être envisagée à nouveau afin d'en démêler les nœuds et de s'en libérer. Le rôle joué par les élites politiques mandataires de leur peuple, les élites politiques africaines et leur complicité dans le geste prédateur des anciennes puissances coloniales et du capitalisme extractiviste global est un aspect crucial de la question et on ne peut pas le nier, on ne peut pas en faire l'économie. Certains pays sont livrés pieds et poings liés par leurs élites politiques à la prédation internationale, moyennant quelques ristournes et rétrocommissions. Et cette responsabilité-là est d'abord et surtout africaine. Mais de mon point de vue, elle pose une question beaucoup plus vaste. Elle pose la question du processus de production de ces élites, de nos élites, des régimes politiques qui ont cours sur le continent et qui les soutiennent, de la qualité du contrôle citoyen, de la capacité des peuples à les rendre redevables et à les sanctionner lorsqu'elles trahissent la mission qui leur est confiée d'œuvrer pour le bien commun. Et là aussi, c'est cette économie politique de la prédation qu'il s'agit de comprendre de nos élites et de défaire. Le fait politique et les questions liées à la gouvernementalité sont ici centrales. Comment les peuples se gouvernent-ils? Comment accède-t-on au pouvoir politique? Comment le transmet-on? Qui y a droit? Quels sont les mécanismes qui prémunissent contre sa capture par des intérêts privés de clientèle et de classe? Les processus de patrimonialisation des États africains ont été décrits par la recherche en sciences politiques depuis les années 90. Ils ont toujours cours selon les mêmes modalités. Et dans une large majorité des pays du continent africain, l'État n'est pas l'agent du bien commun, ni le garant du partage du bien-être, mais le lieu de la capture des ressources par une minorité et ses clientèles. Aussi, j'ai identifié quelques forges qui pourraient être celles où on fabrique le présent. Il y en a plusieurs, mais j'en ai identifié quelques-unes. Les savoirs, l'espace du politique, l'économie, les imaginaires,
Je ne pourrais pas les évoquer toutes dans ce propos, mais je me contenterai d'en esquisser quelques-unes. Mais au préalable, j'aimerais revenir sur la question que j'ai évoquée au début, celle de savoir si le présent est fabricable. Le changement social, lorsqu'on l'observe, il n'est pas qu'organique. Il y a une part qui est organique, qui résulte d'une pluralité de dynamiques, et quelque chose émerge de cette pluralité de dynamiques qui s'entrechoquent, qui s'entrecroisent, qui s'interpénètrent. Et on n'a pas la position de l'observateur du système dynamique qui peut être celui qui dirige et contrôle toutes ces dynamiques à l'œuvre. Et l'histoire contemporaine des sociétés accouche d'une résultante, d'une pluralité dont il est difficile de fixer les contours. Mais même si le changement social n'est pas organique, il se pense, il s'oriente, c'est ce qu'on appelle une téléonomie. Et la question que je pose, c'est dans un contexte, dans le contexte de nos sociétés et de nos États, et dans des espaces où une pluralité d'acteurs sont présents et en lutte, en confrontation, la question est de savoir qui définit l'économie politique, symbolique et imaginaire présente et à venir pour les nations africaines. Qui sont les acteurs qui définissent ces économies politiques, ces économies symboliques, ces économies imaginaires, desquelles on peut supposer que le présent va résulter? Qui en détient la possibilité? Est-ce les gouvernements des nations? Est-ce les peuples? Est-ce les sociétés civiles? Est-ce que c'est l'épistémé internationale dominante? Est-ce que ce sont les imaginaires internationaux dominants qui définissent cette économie symbolique, politique et imaginaire? Quels sont les modèles et politiques et culturels qui s'imposeront? Et une question cruciale, dans ce contexte où il y a une pluralité d'acteurs qui jouent, et comment orienter ces choix dans un monde sous globalisation culturelle et globalisation économique, un monde soumis à l'hégémonie d'un capitalisme extractiviste qui, bien qu'en crise, poursuit ses velléités expansionnistes, un monde où les frontières du politique et de l'économique sont devenues poreuses, et la souveraineté intellectuelle, politique et culturelle qui permet d'opérer et d'orienter ces choix, qui me semblait cruciale dans Afrotopia, m'apparaît aujourd'hui insuffisante. Elle est certes toujours nécessaire, et de mon point de vue, elle demeure un préalable à toute forge du présent, mais il faut reconnaître qu'elle est contrainte par des forces d'homogénéisation qui œuvrent à l'échelle planétaire et qui luttent contre la possibilité d'une pluralité de mondes dans le monde. Le monde essaye, dans sa production organique, d'être pluriel, d'offrir plusieurs visages de l'expérience humaine, mais il y a des forces d'aplatissement et d'homogénéisation qui œuvrent à l'échelle globale et qui vont à l'encontre de ce dessin-là. Et dans ce rapport, quelles sont les marges de manœuvre qui existent pour définir les économies nomipolitiques, culturelles, symboliques et imaginaires? Le changement social, certes, il s'oriente, cependant, se fabrique-t-il? Et la question, c'est quelle est la part qui demeure contrôlable dans cette tentative de fabrique du présent, et quelle est la part qui résulte des effets d'une histoire globale connectée dont les dynamiques échappent aux acteurs pris individuellement? Est-ce que les acteurs pris individuellement sur un territoire, l'État-nation du Sénégal, dans quelle mesure ils ont la capacité de configurer leur destin, ou dans quelle mesure une part dépend de l'histoire globale à laquelle ils prennent part, à laquelle ils sont soumis? Et pour moi, ça, c'est une question à élucider. Pour matérialiser ces téléonomies, donc les buts qu'une société, elle se fixe, il faut d'abord les penser dans ses fabriques et dans ses forges. Et la question, c'est quelles sont ces fabriques? L'espace de l'éducation en est une, de la pensée, l'espace des récits, l'espace des mythes, l'espace de l'imaginer et de l'imagination en sont quelques-unes. Tous les lieux qui font sortir de soi, éduquer, les lieux d'éducation, la sortie de soi, qui font sortir des limitations mentales, géographiques, tous les lieux qui prennent en charge le réel et le possible et qui continuellement l'élargissent, en sont aussi. Le système éducatif, ainsi que les lieux épistémiques multiples qui existent au sein des sociétés, me semblent être les fondements de cette forge-là. Et la question a souvent été, pour le continent africain, lorsqu'on pense aux lieux qui élargissent et qui font sortir de soi, les lieux de l'éducation, la question a été d'accroître ces taux de scolarisation brute au primaire et au secondaire, d'accéder à l'éducation universelle et d'accélérer l'acquisition du savoir scientifique et technique qui configure les mondes matériels dans lesquels nous vivons.
Une réflexion sur la qualité des enseignements délivrés ainsi que sur les compétences acquises pour les apprenants est menée depuis quelques années. Mais lorsqu'on l'observe, elle porte peu sur les contenus des enseignements délivrés. On se pose la question de la quantité, le nombre d'écoles, les taux d'alphabétisation. On se pose la question de la qualité de l'enseignement, de son efficacité. Mais on se pose peu, même si certains le font, la question cruciale des contenus des enseignements délivrés. Et nous agissons comme si les savoirs avaient été produits une fois pour toutes et qu'il s'agissait simplement de les acquérir. Qu'ils étaient dans un lieu et que notre rôle était d'aller acquérir les savoirs produits une fois pour toutes. Comme si ces savoirs étaient neutres, comme s'ils ne dessinaient pas en filigrane des types d'individus, comme s'ils n'étaient pas porteurs des fois de domination, de violence, et comme si ces savoirs ne maintenaient pas certains mondes et n'entravaient pas l'advenu d'autres possibilités du réel. Il s'agit pour moi de sortir du mythe de la neutralité du savoir et d'avoir un rapport exclusivement lié à l'érudition et de regarder fondamentalement ces savoirs-là, quels sont les mondes que ces savoirs-là produisent. Et lorsqu'on pense les nouveaux outils technologiques et les langages qui les soutiennent, les LLM, l'IA, en dépit du fait qu'ils sont porteurs de virtualité émancipatrice, ils concourent en même temps au projet extractiviste des puissances dominantes de l'époque. Nous n'avons pas assez pensé les effets sociétaux de ces innovations-là à venir et comment est-ce qu'elles vont reconfigurer nos sociétés, nos places dans le monde et les grands rapports de force. Donc de mon point de vue, il s'agit de penser et de définir des contenus éducatifs qui permettent de fabriquer, de concevoir, de contribuer à la fabrication d'humains libres qui sont capables de résister à la désubstantialisation de l'humain en cours, car si on l'observe de près, c'est un monde de puissance et de subjugation auquel nous faisons face dans cette séquence historique. Et dans ce monde-là, ceux qui détiennent le pouvoir sont prêts, s'il le faut, à effacer une partie de l'humanité du globe. Ils sont prêts, s'il le faut, à déconditionner la condition humaine. Ils sont prêts, s'il le faut, à faire muter l'espèce humaine. Et il me semble que fabriquer le présent, c'est aussi se poser la question à cette échelle et fournir dans les espaces éducatifs des outils qui permettent de résister à ce dessein. La première fabrique d'un présent fait de dignité et de liberté me semble être un système éducatif transversal qui inclut tous les foyers épistémiques des sociétés, et qui veille à disséminer dans le corps social des savoirs, savoir-faire, savoir-être, qui émancipent, qui maintiennent des mondes et des modes de vie dont certains sont menacés de disparition, des savoirs qui restaurent, qui réparent, qui soignent, qui permettent à des communautés de réexister et qui font œuvre de liberté et d'émancipation. Je m'en limiterai là sur la forge des savoirs. Une autre forge du présent que j'aimerais évoquer est l'économique. Il y a la science économique comme ordre de savoir et il y a l'espace de l'économique qui est un espace de pratique et de savoir expérientiel que les sociétés engagent depuis la nuit des temps. Et j'emprunte à mon ami l'intellectuel guinéen Diallo Télével l'idée que pour les pays du continent africain, l'urgence est d'édifier ce qu'il appelle une économie politique de la dignité. Et je me suis demandé ce que ça signifiait et quels étaient les outils que l'économie contemporaine offrait pour atteindre un tel but et comment, au sein des sociétés africaines, nous pourrions faire de cette exigence une priorité. Alors, on peut avoir une définition large de la dignité, on peut en avoir une définition succincte. Donc je me contenterai de dire que la dignité est ce qui ne saurait faire défaut à toute vie, elle est le soin et le respect qui lui sont dus, afin qu'elle ne soit pas amputée, afin qu'elle s'épanouisse et déploie toutes ses potentialités d'être. De manière concrète, il s'agit de créer les conditions économiques, politiques, écologiques, sociales, afin que tous les individus accèdent aux moyens d'une vie décente, leur garantir un accès à la santé, à l'éducation, à la sécurité, préserver leurs droits et leurs libertés. Et dans le champ de la réflexion économique, l'économiste et philosophe indien Amartya Sen a théorisé une notion, la notion de capacité dont les individus seraient dotés, donc des potentialités dont ils seraient porteurs, la capacité santé, éducation,
qu'il s'agit de transformer en fonctionnement, être en bonne santé, être éduqué, par la mise à disposition par les États sur leur territoire de ce qu'il appelle des facteurs de conversion, des hôpitaux, des écoles, des routes, qui permettent la transformation de ces capacités en fonctionnement. Et ces capacités, selon Sen, concourent à une vie libre chez les individus qui choisiraient ainsi de vivre les vies qu'ils souhaitent mener et celles qu'ils valorisent. Des débats existent sur la liste des capacités fondamentales, leur caractère universel ou singulier, les procédés par lesquels on arrive à des consensus, délibération, vote, discussion sur celles-ci. Mais cette approche a le mérite de dépasser l'approche développementiste ou celle liée à la réduction de la pauvreté, et elle s'attelle à la question des moyens d'accéder à une vie véritablement digne et libre. Elle a ses contenteurs et ses critiques, donc je passe sur les critiques. Le libéralisme politique du XXe siècle avait promis la libération des individus en leur garantissant des droits fondamentaux. L'approche par les capacités va plus loin en s'intéressant aux conditions qui permettent d'exercer ces droits et de les rendre effectifs. Un droit à la santé qui vous est octroyé sans infrastructure de santé qui permettent de rester en bonne santé est inopérant et demeure une belle idée. Idem pour un droit à l'éducation sans école, sans lycée, sans université ou sans foyer épistémique pluriel qui permettent de fournir une offre d'éducation aux uns et aux autres. Et dans cette approche, la politique publique a pour objectif de créer les conditions pour les individus, les conditions de liberté de choix et d'action. Elle ne promet pas le bonheur des individus, mais elle s'emploie à créer les conditions de liberté de choix et d'action. L'économiste sénégalais Mohamed Ba s'est intéressé dans un travail de recherche aux listes des capacités des Sénégalais et comment les Sénégalais classaient ces capacités-là. Et une politique publique qui aurait pour objectif de fournir les facteurs de conversion adéquats pour ces capacités-là contribuerait à l'épanouissement des corps individuels et collectifs. Il a également étendu la notion de capacité au tout vivant en indiquant les capacités du vivant, la biodiversité, la régénération, et ouvert ainsi la voie à une réflexion sur les facteurs de conversion qui permettraient au tout vivant de pleinement déployer celle-ci dans une perspective où l'économie n'est pas exclusivement anthropocentrée, mais où elle inclut dans son geste le souci de la régénération et de la restauration du vivant. Donc, une économie politique de la dignité requiert des politiques publiques centrées sur ce qu'il y a de vital à préserver et à cultiver chez les individus et les corps collectifs. Pour cela, c'est déjà le cas dans une certaine mesure, les budgets des nations africaines pourraient ou devraient être orientés vers la dignité, un accent fort mis sur les services sociaux de base qui fournissent à toutes et à tous une offre d'éducation, de santé, de nourriture de qualité, mais aussi sur des infrastructures qui dévulnérabilisent les individus et les collectifs et qui assurent leur dignité biologique, physique, culturelle, psychique et spirituelle. L'idée est de repenser les politiques publiques et d'orienter celles-ci vers le soin des corps et des corps collectifs et des esprits individuels. Aussi, dessiner les contours de cette économie politique de la dignité, c'est effectuer des arbitrages qui allouent prioritairement les ressources à l'éducation, à la santé, à l'éradication de la pauvreté, mais aussi à la culture dans toutes ses dimensions. Alors, une forge que j'aimerais aussi évoquer dans ce propos est la forge du politique. La plupart des nations africaines actuelles contemporaines accèdent aux indépendances autour des années 60, et ce qu'elles font, c'est que du point de vue de l'organisation politique, ces États adoptent pour la plupart le système de la démocratie représentative, les modalités de choix de ses représentants, donc les mandats électifs, des élections au suffrage universel direct, ainsi que les architectures institutionnelles qui en découlent. Si on se rapporte dans le contexte des années 60, l'enjeu à l'époque était d'être reconnu comme un État souverain par l'Organisation des Nations Unies et de rejoindre ainsi le dit concert des nations. Donc c'était l'imaginaire dominant au tournant du temps des indépendances. Et cette reconnaissance-là, à l'époque, elle ouvrait la voie à l'admission dans des institutions internationales, à de la coopération internationale et à un soutien de la part des agences
onusienne, donc des prêts, de l'assistance technique, et le blueprint de l'État-nation contemporain et moderne me permettait ainsi d'intégrer la communauté internationale et d'y jouer un rôle. Et d'ailleurs, cette rhétorique existe toujours. Jouer son rôle pleinement dans le concert des nations. Juste une décennie après ces souverainetés retrouvées, les soleils des indépendances, entre guillemets, s'assombrissent, quelque peu sur le continent. Les lendemains déchantent. L'ère des régimes à parti unique et des dictatures remplace l'euphorie des jours nouveaux qui se levaient. Et ces désillusions des indépendants sont largement documentées et capturées par le roman africain post-indépendance. Amadou Nkrumah, Yombo Wologem, Aikwe Arma, etc., etc. Si on observe la marche du politique dans une séquence historique temporelle courte, donc des indépendances à nos jours, même si le nombre de dévolutions violentes du pouvoir a largement chuté ces dernières décennies et que les processus de démocratisation ont beaucoup progressé, la récurrence des crises politiques résultant des processus électoraux sur le continent africain nous amène à nous interroger sur l'efficacité des formes institutionnelles retenues ainsi que celle du modèle d'organisation politique choisi. Une question, c'est la greffe met-elle du temps à prendre ou est-ce le modèle d'organisation politique qui serait inadapté aux réalités socio-culturelles du continent, comme le pensent certains? Faut-il changer de mode d'organisation politique ou faut-il continuer à approfondir celui-ci? De plus, un certain nombre d'éléments fondamentaux d'une démocratie qui se veut substantielle ou substantive, pour reprendre les termes de Jean-Marc Ségoun et de Achille Mbembe, une démocratie qui s'approfondit au-delà de l'organisation formelle d'élection. Donc, un certain nombre de ces éléments font réellement défaut. Et ces éléments relèvent d'un système opérant de contre-pouvoir, de l'existence d'espaces délibératifs qui permettent la participation du plus grand nombre aux décisions politiques, de l'existence d'un contrat social qui est fondé sur un partage équitable du bien-être, de l'effectivité d'institutions qui régulent le champ social, d'une justice qui fonde les sociétés, des sociétés véritablement démocratiques. Donc ces éléments font défaut dans certains de nos espaces. Mais il est aussi à noter que lorsqu'on observe la démocratie comme forme, comme utopie, comme projet de gouvernement des sociétés, la démocratie dite représentative, elle est en crise partout dans le monde, en Europe, aux États-Unis. Elle est prise en otage par des oligarchies économiques, financières, des élites intellectuelles et médiatiques. Et on est fondé à se demander des fois si au cours du temps, après une phase de consolidation que l'on peut dater historiquement, elle ne se serait pas progressivement vidée de son contenu véritable, de son idéal, et particulièrement lorsque ces mécanismes autorisent à des fascismes de conquérir le pouvoir, lorsque ces mécanismes n'autorisent plus une pluralité d'options économico-politiques, ainsi qu'une réelle participation des citoyens aux décisions qui les concernent. Cependant, en dépit d'un recul notable des processus démocratiques dans certains endroits du continent, on note dans d'autres endroits du continent, dans des pays comme le Cap-Vert, le Botswana, le Sénégal, l'Afrique du Sud, le Ghana, le Bénin, l'île Maurice, des progrès de la société démocratique. Une société civile et une culture démocratique existent. Elles ont permis de résoudre ou d'accéder à des transitions démocratiques qui ont des fois mis fin à des régimes autoritaires ou qui se révèlent tels. Et de mon point de vue, ces productions endogènes du politique sont intéressantes à observer, ainsi que les promesses de réinvention qu'elles portent en elles. Les processus démocratiques sur le continent, en dépit de leur évolution en dents de scie, et en dépit du retour des putschs militaires en Afrique de l'Ouest ces 5 dernières années, si on les regarde sur 60 ans, ces processus se sont cependant approfondis depuis les indépendances, lorsqu'on les observe sur les 6 décennies précédentes. Et par ailleurs, le désir de démocratie comme participation de tous aux affaires de la cité est largement ancré chez les populations africaines, comme le montre l'enquête d'Afrobaromètre qui porte sur 34 pays africains, qui interroge les individus sur leurs préférences en termes de mode de gouvernance politique et surtout qui les interroge sur leur entendement de la démocratie. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il faut être dans un processus d'approfondissement de la greffe, approfondir la culture démocratique, les institutions, les renforcer, prendre le temps qu'il faut pour produire des sociétés
véritablement démocratique dans ce format-là, ou est-ce que pour accéder à un autre niveau, à un autre palier du politique, ne faudrait-il pas entreprendre de réinventer les formes du politique, les modèles d'organisation politique, et ancrer celles-ci dans leur histoire et dans leur dynamique culturelle? Il s'agit pour elles, pour les sociétés africaines, me semble-t-il, de réimaginer le politique, de produire des formes représentatives, délibératives, participatives, qui s'inspirent du meilleur de leurs cultures politiques endogènes et qui s'inspirent aussi du meilleur de l'histoire institutionnelle du monde. Il ne me semble pas que les valeurs que nous nommons démocratiques sont l'apanage d'une culture et que dans les formations sociales, historiques et politiques du continent, on les trouve à plusieurs niveaux, sous plusieurs formes. Et pour moi, l'une des questions fondamentales, c'est comment permettre la participation du plus grand nombre aux choix politiques et au processus de décision qui les concernent, comment partager le bien-être de manière équitable, comment s'occuper de la transmission du pouvoir dans des formes qui sont des formes apaisées, et comment fonder des sociétés justes. Et la pluralité des expériences historiques que le continent a livrées dans sa longue histoire et que le monde recèle pourrait servir de source d'inspiration. Et pour cela, il s'agit de se guérir d'une amnésie institutionnelle et de se souvenir que le continent a expérimenté des formes variées de participation politique basées sur la catégorie socio-professionnelle, sur la classe d'âge, sur l'institution d'une parole opérante, ainsi que sur divers modes de délibération, que le répertoire est riche. Et les sociétés africaines actuelles pourraient réinvestir ces formes-là dans ce qu'elles ont d'inclusif, de participatif, d'équitable, et leur donner des expressions actuelles. Ainsi, elles solidifieraient des pratiques démocratiques qui existaient déjà dans ces sociétés et qui ont pris le temps de se formaliser en institutions, en espaces où les choses s'instituent. Le philosophe camerounais Jean-Godefroy Bidima souligne que la palabre, dans les sociétés africaines, est un espace du politique qui permet de faire cohabiter consensus et pluralisme dans un même espace en donnant corps au dissensus. Il critique la visée essentiellement réconciliatrice attribuée à la palabre. Il l'élabore d'un point de vue philosophique et réfléchit à comment penser un consensus qui ne retourne pas à l'unanimisme des régimes totalitaires. Et pour Bidima, le dissensus génère de la distance et permet à la société de se créer un ailleurs. La palabre, élaborée chez lui, est rebelle à toute clôture dans la communion, et la palabre met en scène les malentendus. Elle est génératrice de compromis et d'ententes provisoires qui respectent les spécificités et l'altérité. Et chez Bidima, la palabre est une ressource politique qui permet constamment de redéfinir les formes de coexistence. Bidima souligne aussi que la politique en Afrique est souvent réduite à la relation étatique et ceci empêche de penser la question du vivre ensemble. Avec l'État est apparue une vision trop pénale ou trop administrative du conflit et les politologues se sont focalisés sur le pouvoir institué en négligeant de réfléchir sur l'autorité instituante. Alors que le conflit entre pouvoir et autorité est récurrent dans les sociétés africaines, et il analyse la non-adéquation entre la détention du pouvoir réel, et ça on le voit au Sénégal, qu'on exerce, et la reconnaissance de la légitimité symbolique, et il invite à une réflexion sur l'autorité, au sens de sur ce qui fait tenir ensemble, ce qui fait adhérer sans coercition immédiate. Et il invite aussi à une réflexion sur ses sources et sur ces modes d'institution dans les sociétés africaines. Qu'est-ce qui fait que, généralement, on observe une différence entre pouvoir et autorité. Et en posant toutes ces questions-là, il ouvre la voie à une réflexion sur les ressources politiques des sociétés africaines à déployer dans le chantier de la reconstruction du politique. En somme,
il me semble indispensable pour le continent africain de penser des formes d'organisation du politique qui sont issues de sa longue et complexe histoire sociale et culturelle, de penser les processus de légitimation des représentants, les processus d'organisation des pouvoirs et des contre-pouvoirs. Et le continent peut inventer des formes de gouvernance qui ne sont pas obligatoirement liées à l'État. Plusieurs formes d'autogestion variant selon l'État et les communautés existent déjà sur le continent et sont ancrées dans les productions du politique et du social de plusieurs groupes sociaux. Frantz Fanon, avant de décéder en 1961 à Bethesda, prévenait les nations africaines récemment décolonisées ou en voie de l'être contre le risque de rater l'émancipation véritable en singeant des dispositifs institutionnels créés par et pour l'entreprise coloniale. Après les chocs qui ont déstructuré les nations africaines, le mimétisme institutionnel relève pour Fanon d'une reconstruction fautive qui devrait être évitée. Les damnés de la Terre, 1961, se présentent comme un avertissement aux nations décolonisées contre la solidification de nouvelles institutions en parodie des anciennes. Et c'est à cette parodie institutionnelle que nous assistons dans de nombreux pays, lorsque le projet démocratique est vidé de tout contenu véritable par une praxis qui ne vise qu'à en détourner les principes fondamentaux et à priver les institutions démocratiques de leur efficacité. Cette praxis, je peux en citer quelques éléments qui l'illustrent. Révision des constitutions pour prolonger la durée et le nombre de mandats, manipulation du vote, exclusion d'opposants à la participation aux élections, répression des libertés, dont celle d'expression, élections formelles mais antidémocratiques, cherchant le satisfecit de la communauté internationale et par l'expression de la volonté populaire, et l'heure de la réinvention institutionnelle à laquelle le Fanon invité me semble avoir bien sonné. Alors, avant de m'acheminer vers la conclusion, un dernier point que j'aimerais soulever, c'est le rapport entre la pensée et l'action. C'est-à-dire que, imaginez la fabrique dans un espace de l'imagination et de l'utopie et agir dans un espace qui permet d'avoir un impact sur le réel. Et je commencerai par une critique du développement comme projet téléologique. Le développement est un projet téléologique qui part du postulat que les sociétés sont des objets fabricables, d'une part, dont l'évolution est configurable et maîtrisable. Il y a l'idée que des agents qui ont la capacité de déterminer des fins souhaitables seraient capables de mettre en place un agenda transformateur avec l'idée que la maîtrise des processus permet de transformer le réel. Nous sommes dans cet imaginaire-là. En dépit du fait que la critique du développement ait été largement faite, et là, rapidement, je distingue le développement comme concept sémantique opératoire et l'idée de mieux-être des communautés humaines, c'est deux choses différentes. Et critiquer le développement, ce n'est pas être contre le mieux-être. Donc je l'indique au passage. En dépit de la critique, du fait que la critique du développement ait largement été faite, cette idée du progrès des sociétés et de leur modernité demeure ancrée dans les imaginaires des politiques publiques de la plupart des nations africaines. L'idée du développement, son ordre du discours, ses méthodes, ses procédés sont largement acceptés par les élites politiques africaines qui inscrivent leur action dans son sillage. Et pour ces élites politiques africaines, il suffirait de bien appliquer les recettes du développement, de ne surtout pas réinventer la roue, d'être un bon élève de l'expertise internationale développementiste pour accéder au succès des dragons asiatiques en termes de croissance du PIB et de mieux-être. Les policy makers du continent consacrent beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à apprendre comment ceux qui s'en sortent ont fait pour y arriver, avec l'idée qu'une fois le secret de l'alchimie découvert ou percé, on accéderait aux vertes prairies de la terre promise du développement. Et pourtant, force est de constater l'échec des politiques développementistes sur la quasi-totalité du continent africain ces dernières années. L'on s'obstine à penser que celui-ci est dû à une mauvaise application de la recette du développement, sans interroger en profondeur le diagnostic et la prescription des médecins qui se tiennent au chevet du patient africain. De mon point de vue, il s'agit d'interroger cette idée de maîtrise processuelle
et de progrès social inscrite dans une temporalité évolutionniste et linéaire, mais également d'interroger les raisons de ce qui est considéré comme un échec du projet développementiste. Celui-ci est-il lié au diagnostic? Est-il lié aux remèdes préconisés? Est-il lié à la densité des contextes? Et dans cette réflexion-là, je m'interroge à ce qui différencie une fabrique du présent d'un tel agenda. Un postulat qui est largement partagé est que l'action doit être préalablement imaginée et pensée et conçue. Le fait de penser l'action au préalable lui permet d'en dessiner les contours, d'en préciser les objectifs et les moyens et d'en déterminer la méthode. Dans une fabrique du présent, tout comme pour le développement, l'action a une ambition et une visée transformatrice. Elle souhaite contribuer à modifier les états du réel. Sur l'action, on peut se demander qui peut et qui doit agir et qui doit s'abstenir d'agir, et ceci à contrario du geste développementiste. Ceci pose la question de l'interventionnisme extérieur, de sa légitimité à investir des territoires lointains et à y appliquer ses visions de la vie et du monde, et parfois dans un geste qui se veut civilisateur. Dans une fabrique du présent, ceux qui doivent agir sont les principaux concernés. Ceci signifie qu'ils doivent être partie prenante de la conception de l'action et être au cœur de sa mise en œuvre. Être les sujets de toute action les concernant est un préalable. Une fois la légitimité de l'action et les acteurs attestés, la seconde question est comment agir? Il s'agit d'en finir avec le développementisme, ses méthodes, ses imaginaires, et de proposer des chemins de la transformation économique, sociale et culturelle et écologique qui ne relèvent pas exclusivement de l'ingénierie et qui renoncent à la prétention de celle-ci à maîtriser tous les processus, mais aussi à maîtriser tous les outputs. Ceci pourrait se fonder sur un ensemble de démarches relevant de l'action laboratoire qui permet d'appréhender les lieux de l'action, qui permet d'apprendre de l'action elle-même, de ses contextes, de ses processus, avec l'idée que la pensée de l'action est toujours incomplète et partielle, et que celle-ci s'enrichit de manière itérative au contact du réel, et que la pensée de l'action n'est pas donnée une fois pour toutes. C'est une pensée qui s'éprouve et qui se constitue dans son interaction avec ses lieux de déploiement. Et le social, il faut l'admettre, est un champ non configurable dans sa totalité. Il y a une partie du social qui échappe toujours, et les ingénieries du génie civil ou du génie mécanique ou automobile ne peuvent pas constituer l'ultime modèle de l'approche de la transformation de l'espace sociétal ou l'espace du social. Et l'action laboratoire est un espace expérimental, bien évidemment, et expérientiel, et dans lequel se jouent des processus itératifs avec des effets qui sont pour une part prévisibles et pour une autre non prévisibles. Et il s'agit d'accepter la part non prévisible des effets de l'action. Et comprendre que agir, c'est aussi entrer en relation avec des contextes non neutres qui ont leur densité sociologique, leur densité historique, leur densité anthropologique et leur densité expérientielle. Donc, je m'en limiterai là sur l'action laboratoire. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Et j'aimerais juste évoquer quelques mots sur la question du temps que j'ai évoqué au début, mais ici la question du temps propre. Et il me semble que ce qui souvent manque aux communautés humaines qui sont considérées comme étant en retard sur la marche du monde est ce que j'appelle le temps propre. Et le temps propre est celui de l'expérimentation de nouvelles démarches. Lorsqu'on veut fabriquer le présent et réinventer son monde, il est nécessaire d'avoir le temps de l'expérimentation de démarches nouvelles, innovantes ou autres. Et généralement, la configuration relationnelle dans laquelle on est fait que ces sociétés sont sommées de rattraper le train d'un monde qui serait en marche, ou parfois de sauter des étapes, ce qu'on appelle en économie un leapfrog, en incorporant des innovations technologiques. Et nous sommes toujours dans l'imaginaire du retard, du rattrapage, du train du monde qui est parti, auquel il faut s'accrocher au risque d'être laissé sur le quai de gare. Et c'est en ces termes que se pose aujourd'hui le débat sur l'intelligence artificielle. Ce que j'entends, c'est que, attention, là aussi, il faut rattraper le retard. Il faut y aller vite, il ne faut pas se laisser dépasser par cette nouvelle forme de reconfiguration des espaces sociétaux. Ce qui n'est pas faux, mais une fois de plus,
il s'agit aussi de penser les importantes transformations sociétales dont elles sont porteuses et de penser comment intégrer cette innovation technologique. Mais ce qui me semble le plus fondamental pour une fabrique du présent, c'est d'être en mesure de se libérer d'une temporalité de l'urgence. C'est de prendre le temps, si nous voulons fabriquer de nouveaux présents, des nouvelles formes du vivre ensemble, prendre le temps de ses propres expérimentations, prendre le temps des semences, le temps des germinations, le temps des floraisons, mais aussi prendre le temps des échecs et des apprentissages comme faisant partie des processus. Pour conclure, je vais conclure par une métaphore, celle de Mama Lang. Mama Lang était un forgeron et après une vie de lutteur qui lui avait valu une infirmité au pied, il s'était assis derrière sa forge et décida de fabriquer ses mondes. La communauté confia à Mama Lang la confection des outils agraires, des ustensiles de cuisine, des couteaux, des coupes-coupes, et Mama Lang devint alchimiste. Il dut acquérir les savoirs des alliages et s'armer de patience. Il consacra ses journées à forger son temps, sa réalité, ses rêves, à donner corps à ses idées, ses intuitions, à inventer des formes, à répondre aux besoins de la communauté, à toujours refaire les mondes, à les manifester, à parfois se porter là où le groupe n'était pas encore et à lui ouvrir des chemins. Le continent africain, malgré sa démographie et ses ressources, vit principalement sous le régime d'un monde dont il participe peu à la fabrique. Celui-ci lui enjoint ses cadences, ses rythmes, ses chemins et ses horizons. Dans la grande bâtisse de la forge du temps, ces ateliers occupent une pièce ouverte sur celle des autres. Des autres forges, il perçoit le bruit des enclumes qui parfois l'assourdit, l'éclat de leur combustion lui obscurcit le regard et parfois même celui des alliages déjà formés l'éblouit. Il lui arrive d'arrêter la combustion de sa forge et de se contenter d'admirer ces métaux précieux qui sortent de ces hauts fourneaux et qui le subjuguent. C'est de cette fascination du spectateur qu'il doit se guérir. Œuvrer à la forge d'un temps qui accouche de l'inédit dont il est porteur et son exigence. Et pour cela, il lui faut bâtir ses fabriques du temps, du présent, avec des matériaux qui résistent aux intempéries. Le temps qu'il s'agit d'enfanter est ce présent fait de dignité et qui pleinement l'accomplit. Il est celui d'une expérience qualitative de l'existence, riche de sens. Et ce temps-là n'advient que s'il est rigoureusement sommé. Ce temps-là exige imagination, vision, labeur et patience. Ce temps-là ne se construit pas dans la hâte. C'est une quête infatigable d'un ordre social plus juste. Il est comme le clame Aimé Césaire, une œuvre à inlassablement recommencer, celle de lever toute interdiction immobilisée au point de sa ferveur. Dans cette fabrique, il ne s'agit pas de rejouer la conquête dévastatrice des impérialismes destructeurs de vie et des capitalismes écocidaires. Ce dont il est question, c'est d'une puissance de vie à faire soudre continuellement, à protéger contre ce qui inlassablement la nie. Pour façonner, le forgeron commence par défaire et élargir les mondes étriqués qui entravent son geste. Et une telle fabrique rate, recommence, reprend ses esquisses, remet l'ouvrage sur le métier, ne consent à aucune fatalité, réanime les élans sur les berges où elles ont échoué et les déplace vers des terreaux plus fertiles. Il lui arrive, donc cette fabrique-là, d'enfanter des êtres difformes, mais c'est une parturiente obstinée qui toujours entonne le chant de ses gésines nouvelles. Mama Lang alla tous les jours à la forge et dans son établi se donna à ses tâches. À force d'endurance, de méticulosité, d'imagination et d'obstination, au bout de l'enclume et à la pointe de la flamme, lui apparurent des formes nouvelles, ces demeures qui abritent la vie infinie. Il finit par lier sa vibration à l'argile même du monde. Je vous remercie pour m'avoir consacré votre temps et votre attention bienveillante.